Avant de plonger dans l'histoire intense d'aujourd'hui, un petit rappel. Plus de 90% de nos spectateurs regardent nos vidéos sans être abonnés. Si vous aimez ce genre de contenu, prenez une seconde pour vous abonner et activez la cloche pour ne rien rater. Et si vous trouvez cette histoire captivante, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça nous aide énormément. Je m'appelle Élodie. J'ai 40 ans, 2 enfants, un mari, une maison dans un quartier calme, un travail que j'aime bien. En apparence, j'ai la vie parfaite. Mais comme souvent, ce que l'on montre au monde est bien loin de la réalité. Ce que je m'apprête à raconter, je ne l'ai jamais confié à personne. C'est mon histoire. Celle d'une femme qui croyait avoir tout avant de tout perdre, puis de se relever avec une force qu'elle ignorait posséder. Tout a commencé il y a 3 ans. À l'époque, je vivais dans une bulle. Mon mari, Thomas, était cet homme que j'admirais. Travailleur, intelligent, drôle parfois, attentionné quand il voulait l'être. Il savait se rendre indispensable. Il savait aussi se rendre invisible quand il le décidait. Et moi, aveuglée par la routine, par mes responsabilités, je ne voyais rien venir. Je me souviens encore du jour où j'ai commencé à douter. C'était un mardi. Une journée banale, à première vue. J'avais laissé un plat mijoter toute la matinée, les enfants étaient à l'école, et Thomas devait rentrer pour déjeuner. Mais il n'est jamais venu. À la place, il m'a envoyé un simple message. « Désolé, réunion imprévue. » Ce genre d'imprévu devenait de plus en plus fréquent. Les réunions, les retards, les séjours professionnels de dernière minute. J'ai commencé à noter les incohérences. Le parfum discret sur ses vêtements qui ne m'appartenaient pas. Son téléphone, qu'il gardait, désormais, toujours face contre la table. Ces nuits où il travaillait tard, mais rentrait sans la moindre trace de fatigue. Puis un jour, il a laissé son ordinateur allumé. Il était parti précipitamment, comme toujours. Et là, sur son écran, une discussion ouverte sur les réseaux sociaux. Une femme. Des messages ambigus. Rien d'explicite, mais juste assez pour éveiller mes soupçons. J'ai senti mon estomac se nouer. Une peur sourde s'est emparée de moi. Était-ce réel? Était-ce juste une amitié mal interprétée? Je ne l'ai pas confronté tout de suite. Je voulais en avoir le cœur net. Alors j'ai attendu. J'ai observé. J'ai fouillé, je l'avoue. Je me suis surprise à devenir une autre femme. Moi qui prônais la confiance et la communication dans un couple, j'étais devenue cette personne qui fouille dans les téléphones, qui suit discrètement les mouvements de son mari. Ce que j'ai découvert m'a glacée. Il y avait bien une autre femme, plus jeune, plus insouciante. Une collègue, bien sûr. Ils se retrouvaient pendant leur réunion. Ils partaient ensemble lors de ces déplacements. Elle connaissait des détails intimes de notre vie que seuls lui et moi étions censés savoir. J'ai passé des nuits entières à pleurer en silence, à regarder mes enfants dormir sans comprendre comment je pouvais encore sourire devant eux. Je voulais hurler. Je voulais le frapper, le secouer, lui faire comprendre qu'il brisait tout. Mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'à ce moment-là, je ne voulais pas perdre. Je ne voulais pas qu'elle gagne. Je voulais me venger. Mais pas n'importe comment. J'ai mis en place un plan. Froidement. Lentement. Je ne lui ai rien dit. J'ai continué à jouer le rôle de la femme parfaite. Je cuisinais ses plats préférés. Je l'écoutais parler de ses projets. J'ai même accepté de partir en week-end avec lui, comme s'il ne se passait rien. Pendant ce temps, je préparais ma sortie. J'ai commencé à consulter un avocat en cachette. J'ai fait des copies de documents importants. J'ai mis de l'argent de côté sur un compte à mon nom.
Je me suis renseignée sur ses finances, sur ses investissements. J'ai tout noté. Mais plus que l'aspect financier, je voulais qu'il ressente ce que j'avais ressenti. La trahison, l'humiliation, le doute. Alors j'ai attendu le bon moment. Et il est venu. C'était son anniversaire. Il avait invité quelques amis, des collègues, même sa famille. Une soirée en apparence parfaite. Et moi, j'ai souri. Encore. Jusqu'au moment du dessert. J'ai pris la parole, j'ai levé mon verre, et devant tout le monde, j'ai raconté. Calmement, sans insulter, sans crier. Juste les faits, les dates, les messages, les photos, les preuves. Le silence dans la pièce était assourdissant. Lui, figé. Elle, absente, bien sûr. Les regards se sont tournés vers lui. Certains ont baissé les yeux. D'autres ont quitté la table. J'ai laissé planer le silence, puis j'ai terminé mon discours en disant simplement « J'avais besoin que vous sachiez. Ce que vous faites dans vos vies vous appartient. Mais moi, je reprends la mienne. Je suis partie cette nuit-là. Je suis rentrée à la maison, j'ai préparé mes valises. Les enfants étaient chaperonnés. Les enfants s'écarimisent. Chez mes parents, je les avais préparés depuis des semaines à un changement à venir, sans leur dire quoi exactement. Le lendemain matin, je suis partie avec eux. Sans crier, sans me battre. Juste en refermant une porte que lui seul avait brisée. Mais ce n'était que le début. Car pour moi, la vraie vengeance ne se résume pas à une humiliation publique. Elle se construit dans la reconstruction, dans le silence, dans la réussite. Et c'est précisément ce que j'ai entrepris. Après mon départ, les jours ont été silencieux. Il n'y avait plus de colère. Juste un grand vide. Comme si j'avais été vidée de l'intérieur. J'étais dans un petit appartement prêté par une amie. 2 pièces, pas très lumineux, mais c'était à moi. Et surtout, c'était loin de lui. Je regardais mes enfants dormir dans la chambre d'à côté, et chaque nuit je me répétais que je ne devais plus jamais permettre à quelqu'un de me détruire aussi lentement. Thomas a tenté de me contacter, bien sûr. D'abord des messages courts, du genre « on peut parler », puis des appels manqués. Et enfin, des lettres. Des longues lettres pleines d'excuses, de regrets, de Mais ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, ne pouvait pas être effacé par quelques mots sur du papier. Il n'a pas compris que ce que je lui reprochais le plus, ce n'était pas d'être tombé amoureux d'une autre femme. C'était de m'avoir regardé dans les yeux chaque jour pendant qu'il me trahissait. De m'avoir fait croire que j'étais folle quand je doutais. De m'avoir utilisée comme un pilier, tout en sapant les fondations de notre maison. La justice a été plus lente que prévu. Les démarches de divorce sont toujours longues. Mais grâce à tout ce que j'avais préparé en silence, j'étais prête. Mon avocat avait les preuves. J'avais anticipé ses réactions. J'avais même retrouvé d'anciens messages où il disait clairement que certains investissements étaient à nous deux. Ce qui, en droit, voulait dire beaucoup. Mais là où il pensait que j'allais me contenter de prendre les enfants et disparaître, il s'est trompé. Je voulais plus. Pas par vengeance pure, mais parce que j'avais tout donné à ce mariage. 15 ans de ma vie. J'avais mis ma carrière en pause pour lui. J'avais accepté ses absences, ses humeurs, ses silences. Il fallait que tout cela serve à quelque chose. Je suis retournée travailler à plein temps. J'étais autrefois graphiste freelance, mais j'ai décidé de postuler dans une agence créative de la ville. Lors de l'entretien, on m'a demandé pourquoi j'avais fait une pause de carrière. J'ai simplement répondu « J'ai investi dans un projet qui a échoué.
Maintenant, je me choisis. Ils m'ont embauché sur le champ. Ce travail m'a sauvée. Chaque jour, je retrouvais un peu plus celle que j'avais été avant. Une femme passionnée, pleine d'idées, forte, indépendante. Mes collègues sont rapidement devenus une seconde famille. Et peu à peu, j'ai commencé à me reconstruire. Pas seulement financièrement, psychologiquement, émotionnellement. Mes enfants, eux, ont été des héros. Ils ont senti le changement, bien sûr. Mais je leur ai parlé, à leur hauteur. Je n'ai jamais critiqué leur père devant eux. Je voulais qu'ils grandissent sans haine. Juste avec la vérité. Et je crois qu'ils l'ont compris. Ils me demandaient souvent « Maman, t'es triste ?» Et je répondais « Je suis en train de guérir. » Un jour, alors que je les déposais à l'école, j'ai croisé Thomas sur le trottoir d'en face. Il avait l'air fatigué, vieilli, comme s'il portait enfin le poids de ses décisions. Il m'a regardé longuement, mais je n'ai pas traversé. J'ai simplement souri poliment et je suis repartie. Ce fut la première fois que je me suis sentie en paix. Je n'avais plus besoin de réponse. Je n'avais plus besoin d'excuses. J'étais passée à autre chose. Mais ma revanche, la vraie, allait venir plus tard. Car pendant que Thomas essayait de sauver son image auprès de ses collègues et amis, moi, je devenais une version améliorée de moi-même. Mon travail m'a rapidement valu une promotion. J'ai été invitée à donner une conférence sur le design éthique dans une école d'art. Mon nom recommençait à circuler. Et surtout, j'avais lancé un petit blog personnel dans lequel je partageais mes expériences, sans jamais mentionner son nom. Ce blog, contre toute attente, est devenu viral. Des centaines de femmes m'écrivaient. Certaines en silence, juste pour dire « Merci, je me sens moins seule ». D'autres partageaient leurs propres histoires. Et très vite, ce blog s'est transformé en une communauté. J'ai commencé à être invitée dans des podcasts, des webinaires. Mon récit, ma douleur, était devenu une force. Et c'est là que le destin m'a offert la scène finale que je n'attendais pas. Un événement professionnel rassemblant plusieurs entreprises du secteur créatif. Je devais intervenir comme invitée d'honneur. Et parmi les entreprises présentes, celle où travaillait Thomas. Il était là, dans le public. Je l'ai vu dès que je suis montée sur scène. Il a blêmi. Il ne s'attendait pas à me voir là, au centre, rayonnante, acclamée. Je n'ai pas parlé de lui. Je n'ai pas eu besoin. Tout dans ma posture, mon discours, mon aplomb, disait ce qu'il fallait. Que j'étais debout, que je m'étais relevée, que je brillais sans lui. À la fin de la conférence, il a tenté de m'approcher. Mais je suis partie. Je n'avais rien à lui dire. Plus rien. Ma revanche ne s'était pas faite par la haine. Elle s'était construite dans le silence, dans la résilience, dans l'élégance. Mais ce n'est pas encore la fin, car la vie réserve toujours une dernière surprise. Et parfois, la justice vient frapper plus tard, d'une manière que personne n'attendait. Le jour où tout a basculé une dernière fois, je m'en souviens comme si c'était hier. Ce n'était pas un grand drame, ni un cri, ni une révélation soudaine. C'était un simple email. Une notification ordinaire, un message anodin au premier abord. Et pourtant, c'est ce petit détail qui allait finir de boucler la boucle. L'email venait d'un ancien collaborateur de Thomas. Un homme que je n'avais jamais rencontré personnellement, mais dont j'avais entendu parler dans les premiers temps de notre mariage. Il m'écrivait à propos d'un projet professionnel et me demandait s'il pouvait me rencontrer pour une éventuelle collaboration. J'ai accepté par politesse.
sans savoir encore où cela mènerait. Lors de notre rendez-vous, il m'a expliqué qu'il avait quitté la société de Thomas depuis plusieurs mois. Il m'a confié, sans détour, que la réputation de mon ex-mari s'était lentement effondrée depuis notre divorce. Des tensions internes, des projets mal gérés, une attitude de plus en plus instable, et une relation avec sa collègue, celle-là même pour qui il m'avait trahi, qui s'était très mal terminée. Apparemment, elle l'avait quitté peu de temps après notre divorce, et pas en douceur. Le karma, comme on dit. Mais je ne me réjouissais pas. J'avais dépassé ce stade. Je n'éprouvais plus de colère, juste une forme de satisfaction tranquille. L'univers faisait son œuvre sans que j'aie besoin d'y mettre les mains. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la phrase que ce collaborateur m'a dite avant de partir. Il parle souvent de vous. Il dit qu'il vous a sous-estimé, qu'il n'avait jamais imaginé que vous pourriez devenir celle que vous êtes devenue. Je n'ai pas su quoi répondre. Je suis restée silencieuse, le regard perdu. Ce n'était pas une victoire éclatante. C'était un murmure discret, une reconnaissance tardive. Mais c'était suffisant. J'étais devenue une femme accomplie, indépendante, respectée. Mes enfants grandissaient dans un environnement sain, sans conflit, sans tension. Ils voyaient leur père le week-end, et moi, je restais à l'écart, en gardant toujours cette dignité que j'avais cultivée depuis mon départ. Un jour, mon fils m'a dit « Tu sais, maman, je suis fière de toi. » C'est ce moment-là qui m'a fait pleurer. Pas les trahisons, pas les mensonges, pas même le divorce. Mais ces mots-là, prononcés avec l'innocence et l'admiration d'un enfant. Parce que je savais que malgré tout ce que j'avais traversé, j'avais réussi à leur donner un exemple. Pas d'une femme parfaite, mais d'une femme forte. Et puis, la vie m'a offert un nouveau départ. Un projet que j'avais toujours gardé dans un coin de ma tête. Ouvrir mon propre studio créatif. Ce rêve, je l'avais mis de côté pendant des années pour élever mes enfants, pour soutenir Thomas, pour tenir ce foyer qui s'est finalement écroulé. Mais aujourd'hui, je pouvais enfin le réaliser. J'ai trouvé un local. Petit, lumineux, avec de grandes baies vitrées. J'ai engagé une petite équipe, que j'ai formée moi-même. Et très vite, les premiers clients sont arrivés. Pas grâce à de la publicité, mais grâce à ce que je représentais. Une femme qui s'était relevée, qui avait transformé sa douleur en puissance. Une histoire qui inspirait, qui rassurait, qui donnait de l'espoir. Le succès n'était plus une revanche, c'était une renaissance. Un matin, alors que j'ouvrais la boutique, j'ai vu Thomas de l'autre côté de la rue. Il m'a vu aussi. Il n'a pas tenté de venir me parler cette fois. Il a juste hoché la tête, comme un dernier salut. Et j'ai souri. Pas pour lui. Pour moi. Parce que je savais que tout ce que j'avais fait depuis le jour où j'étais partie m'avait mené exactement là où je devais être. Aujourd'hui, je raconte mon histoire parce que je sais que des femmes vivent ce que j'ai vécu. Certaines, qui est en silence. D'autres dans la confusion. Je ne veux pas qu'on m'applaudisse. Je ne veux pas être un exemple. Je veux juste qu'on sache que tomber n'est pas la fin. C'est parfois le début. Le début d'un chemin vers soi, vers une liberté retrouvée, vers une paix qui ne dépend de personne, et surtout vers une vie où l'on n'a plus à se justifier, à s'effacer, à s'excuser d'exister. Je ne suis pas parfaite. J'ai fait des erreurs. J'ai douté. J'ai pleuré. Mais je ne me suis jamais arrêtée. Et aujourd'hui, je suis là, entière, debout, vivante. Et ça, personne ne pourra jamais me le reprendre.